Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, revue de presse avec M. Marc Bert. Je pense que ça serait intéressant de se dire, est-ce que j'ai moyen maintenant d'être le moins participatif à cette industrie pétrolière-là? Et donc, si je décide de vouloir donner moins d'argent, c'est de commencer à vouloir changer un peu mes habitudes. On rencontre M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Avec un 10 000 en 2012, tu ne fais pas la même chose qu'en 1990. Bon, alors c'est sûr qu'il faut jouer là-dedans aussi. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas jouer, c'est sur la générosité des gens. Ça, c'est là, mais pas à peu près. Et la capsule divertissement avec Mme Jocelyne Cauvier. Donc, je commence avec le Canada. La plus haute amplitude qu'il y a eu, c'était à Pinchot Creek en Alberta en 1962. Puis il est passé de moins 19 à 22 degrés Celsius en 1 heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, on débute l'émission de cette semaine avec la revue de presse. On discute de pétrole, on fait un petit historique du développement de l'automobile, on prend conscience de notre dépendance en ce qui concerne le pétrole et on jette un coup d'œil sur le développement du pétrole en Gaspésie. Eh bien, mesdames, messieurs, comme prévu en introduction d'émission, nous en sommes maintenant à la revue de presse, toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette revue de presse, M. Marc Bert. Alors, bonsoir Marc. Salut Mirko. Alors, Marc, passé un beau temps des fêtes, ça a bien été? Oui, très bien, oui. Un peu de repos? Un peu de repos, un peu de soleil, un peu de vitamine C aussi. Dans une région complètement différente que celle où tu vis à Val-d'Espoir, il faut le dire. Hein? Petit tour au Mexique. Ta famille vient du Mexique, hein? Oui, ils habitent là-bas. Ils habitent là-bas, oui. J'en profite un peu d'aller leur rendre visite de temps en temps. Donc, très content de t'accueillir encore une fois dans les studios de télévision communautaire. Oui. Et le sujet que nous allons aborder dans cette dernière revue de presse inclus dans notre émission Reflet d'ici, on va parler d'un sujet qui est quand même assez chaud dans l'actualité ces temps-ci, le fameux développement du pétrole en Gaspésie et naturellement Petrolia et tout ce qui entoure. Et on va même faire un peu d'histoire alentour de tout ce qui peut entourer le développement des ressources. Oui, effectivement. En fait, je ne vais pas répéter un peu ce qu'il y a. Il y a beaucoup de sujets, d'informations qui sortent en ce moment même dans les différents journaux locaux, que ce soit le Transgaspésien, le Havre ou le Farillon. Et même, j'ai écouté ça sur la route à mon retour. RDI parlait de ça aussi. Donc, il y a en ce moment, on appelle, je ne sais pas si on peut appeler ça une genre de petite chicane qui se passe un peu entre ce qui en ressort entre ce qu'ils appellent les pro-industriels, les environnementalistes, entre je veux le pétrole, je ne veux pas le pétrole, on le veut mais peut-être pas chez nous, enfin ça dépend des visions qu'on a, puis il y a eu tous ces intermédiaires de gens qui essayent de se situer un peu mais qui sont conscients qu'on est un peu dépendant de cette énergie-là. Donc c'est ça, c'est effectivement, je ne vais pas répéter ça mais je vais avoir un petit déroulement, comme tu dis, essayer d'apporter une vision un peu différente sur le sujet. Puis ce qui est intéressant aujourd'hui, qu'on va découvrir ensemble, et pour ceux à la maison qui ne le savent pas, la voiture électrique, elle est arrivée, c'est la ressource, dans le fond, de ne pas utiliser le pétrole, mais d'y aller avec l'électricité, c'est arrivé avant. Hein, effectivement, alors, on peut remonter jusqu'à 1830, j'ai trouvé un peu dans les archives, les premiers prototypes de véhicules électriques qui datent de 1830. Donc en fait, vraiment là où il y a eu le gros boom, c'est dans les années 1900. Il y avait déjà plus de 2/3 des véhicules étaient électriques. Alors là, bien sûr, on ne parle pas d'une même quantité de véhicules qu'on a aujourd'hui, mais quand même, pendant que je vous parle d'ailleurs, on voit des images d'archives des années 1900 aux États-Unis où il y avait des parades de véhicules électriques. Et on voit défiler ces autos, c'est des véhicules qui, c'est sûr, à l'époque, on ne parlait pas d'autoroute, on n'avait pas besoin d'avoir des points d'autonomie comme aujourd'hui, mais quand même, la technologie était bien plus présente. Et ce que je lisais, c'est que les gens, je comprends aussi, privilégiaient ce type de véhicule plutôt que celui qui dégageait de la fumée, qui faisait du bruit, et puis qui était plus difficile aussi au démarrage. Donc si on part... J'étais parti de 1830, c'était les premiers prototypes, mais déjà début 1900, on a les véhicules qui sont déjà mis sur le marché et vendus en assez grande quantité. Sauf qu'à un moment donné, on se dit, mais comment on a fait? Pourquoi on n'est pas parti de ces technologies-là à ce moment précis de l'histoire? Et avec toute l'ère industrielle et les technologies qui évoluent rapidement, on le voit aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'ait pas décollé avec ça, en fait? C'est sûr qu'il y en a qui se sont rendus compte, après il y a plein de théories là-dessus, mais on a pu à un moment donné, avec une ressource dont les hydrocarbures qu'on connaît aujourd'hui, rendre les gens dépendants avec ça. Puis c'est drôle parce que c'est à ce même moment-là que Ford
a créé ces fameuses chaînes de montage où il a sorti les premiers véhicules, la Ford T, qui a fait que le coût des véhicules à pétrole, des moteurs à explosion, a énormément chuté. Et ce qui fait que la concurrence au niveau de l'électrique n'a pas suivi du tout à ce moment-là. Et donc, c'était même l'objectif de Ford, c'était que même ses employés puissent se payer ce genre de véhicule-là. Donc, ce qui fait que ça a complètement débalancé au niveau de l'offre et de la demande. Puis les gens ont tous été vers le plus accessible, le moins cher. Et en plus de ça, le pétrole, on ne parlait pas de crise pétrolière à l'époque. Mais encore aujourd'hui, ça s'applique. Pour développer des véhicules électriques, c'est extrêmement dispendieux de les rendre accessibles. Et puis, c'est encore moins dispendieux d'y aller avec les véhicules à pétrole. Donc, ça s'applique encore à la réalité d'aujourd'hui. Ben oui, parce que dans le fond, c'est parce qu'on a créé une demande forte. Et puis, ça a été volontaire de la part de l'industrie pétrolière en connivence avec les industries automobiles. Parce qu'il faut dire que le lobbying est fort. Ben voilà, c'est ça. Ouais. C'est toujours, faut qu'on garde ça en tête, qu'on ne parle pas d'une découverte. On parle de quelque chose qui... Ils étaient très conscients que pour au moins les 100 prochaines années, il y avait des milliards et des milliards de profits à aller chercher. Donc ce n'était pas anodin comme jeu, entre guillemets. Et tout ce qui allait se mettre en travers du chemin pour au moins le siècle à venir allait devoir être écarté, ou alors on fait des propagandes. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un... tu parles des véhicules électriques, souvent on entend dire « oui, mais les batteries ne sont pas encore assez fiables, on n'a pas assez d'autonomie. » Quelque part, on ralentit le processus de recherche de ces technologies-là. Donc c'est pour ça. Alors je continue un petit peu. On voit que dans le déroulement de l'histoire, il y a eu à plusieurs moments des véhicules électriques, comme par exemple une course automobile qui est remportée par une voiture électrique en 1896. En 1899, c'est en Belgique, il y a une société qui a construit le véhicule La Jamais Contente. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il a donné ce nom-là à son auto, je ne sais pas si c'est en rapport avec sa femme, mais c'est la première auto qui dépasse les 100 km/h. Et elle va aller jusqu'à 105 km/h. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo là-dessus qu'on peut regarder parce que ça va vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble. On vous revient tout de suite après. La Jamais Contente, c'est la première voiture au monde qui ait atteint et dépassé la vitesse de 100 km à l'heure le 6 mai 1899. Auparavant, on n'avait jamais vu de voiture profilée en forme de cigare et possédant les 4 roues égales. Ça n'a pas eu de succès, c'était pourtant l'avenir. Non bruyant, non polluant, mais n'est-ce pas, le pétrole était tellement bon marché. On peut dire que c'est une voiture qui avait du style, hein? Oui, c'était très différent de ce qui se faisait à l'époque. On ne dira pas ce qu'on a dit hors d'onde, mais elle avait du style. Et en fait, on voit que déjà 1900, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a déjà plus des 2/3 des véhicules qui étaient électriques. D'accord? Puis c'est à partir puis je vais essayer de vous le retrouver la date exacte, c'est en 1912 que la production connaît son apogée. Et c'est à l'introduction de la fameuse Ford T, en 1908, que ça va commencer à décliner, en fait. Parce que justement, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Ce n'était pas des chaînes de montage comme on a aujourd'hui pour faire des véhicules. C'était un peu, je veux un véhicule, je vais l'acheter, ah d'accord, mais on va vous le fabriquer. Puis c'était quasiment du pièce par pièce. Lorsque Ford a créé ces chaînes de montage où il était capable de sortir plus de 500 000 véhicules par mois, ça a complètement débalancé l'idée d'avoir accès pour monsieur et madame tout le monde à cette technologie-là, et c'était les moteurs à explosion. Donc on ne parle pas de ce lien qu'il y avait entre Ford et les industries pétrolières, mais c'est pas par hasard non plus que ça s'est passé à ce moment-là, alors que le véhicule électrique était bien plus fort à ce moment-là, était plus présent que le moteur à explosion. Donc après, il y a plusieurs dates qu'on peut trouver effectivement sur Internet où on voit qu'à plusieurs moments, le pétrole a essayé de tuer le véhicule électrique. Et il y a un très bon documentaire qui s'appelle « Qui a tué la voiture électrique ?» qu'on peut trouver gratuit sur Internet, c'est accessible, et qui parle un peu de tout ce que je vous parle aussi en ce moment, mais qui démontre un peu comment, dans le temps, l'industrie pétrolière écarte et fait des propagandes, c'est pas forcément de la fausse publicité, mais on véhicule effectivement des idées reçues, des préjugés sur une technologie qui serait un peu dépassée, désuète, qui ne serait pas aussi efficace que le moteur à explosion.
De façon à garder le cap sur la consommation du pétrole et puis nous rendre encore de plus en plus dépendants Voilà. et puis consommateurs sans limite. Et là, je vais donner un dernier petit exemple, mais il y en a plein comme ça. Hein. C'est le moteur à eau. Donc, c'est Stanley Meyer qui, en 1990, est passé dans les médias aux États-Unis, comme quoi il faisait rouler sa petite buggy, son auto, avec de l'eau. En fait, c'est pas vraiment l'eau qui faisait rouler le véhicule, mais c'est le procédé d'hydrogène. Donc, c'est alimenté en hydrogène, en fait. Mais ça, comme je le trouvais, on le trouve aussi, c'est une théorie qui concerne cette énergie de l'eau. Ça fait plus de 120 ans qu'on en parle. Donc, ça remonte très très loin, comme quoi les idées déjà, des gens se penchaient sur l'idée de pouvoir se déplacer avec des véhicules, mais on ne parlait pas forcément des hydrocarbures comme aujourd'hui. Ça, c'est en 1990. Ça, c'est en 1990 que Stanley Meyer a mis en avant son procédé qui fonctionnait. Okay. Il disait qu'il pouvait aller de Los Angeles à New York avec 22 gallons d'eau. Donc, c'est rien, c'est peu. Puis, donc, c'est un homme qui est mort en 1998, je crois. Alors, il y a beaucoup de sites qui disent qu'il a été empoisonné. Effectivement, il est mort après un repas au restaurant. Et puis voilà, tous ces brevets, tout ça, ont été rachetés par l'armée américaine, le Pentagone exactement. Puis ça, un peu comme le cas d'Hydro-Québec avec le moteur roue, tu vois. C'est des choses qui sont achetées, qui sont rangées dans des tiroirs. Et puis on dit, mais si, on va les développer quand on en aura besoin plus tard. Mais bon, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Ça, c'est juste des exemples comme ça. On parlait tout à l'heure même avec Kevin qui me citait comme quoi on avait développé avec des algues un procédé de transformer les algues pour s'en servir comme biocarburant. Comme biocarburant, effectivement. Donc on n'est pas des patenteux, il y en a. Et là, comme Stanley Meyer, c'est un patenteux dans son garage, c'est un ingénieur, c'était pas un fabricant d'automobile. Il a juste eu une idée, il a essayé, ça a fonctionné. Et il y en a plein, on peut en trouver. J'avais fait une fois une émission pour rendre hommage aux patenteux qui arrivaient à transformer les technologies pour que l'homme ne soit pas dépendant de ça. Donc et je peux vous dire qu'on en a trouvé au moins une cinquantaine des technologies qui étaient fiables et qui pouvaient fonctionner aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de capacité de notre part, hein, c'est souvent une question de prise de marché de par tout ce qui est connexe à l'exploitation du pétrole. Effectivement. Oui. Et tout ça pour rejoindre un peu l'actualité dont on parle aujourd'hui. On entend beaucoup parler des réserves pétrolières. Il y a les experts, entre guillemets, nous parlent de 30 à 40 ans. On nous parle d'une possible future crise pétrolière et tout ce qui s'ensuit. Là, j'ai un clip dont on va laisser parler un bonhomme qui nous parle très brièvement un peu de où est-ce qu'on pourrait encore aller chercher du pétrole. Regardez cette carte. Tout ce qui est vert, pratiquement, sont des bassins sédimentaires qui peuvent contenir du pétrole. Et surtout, regardez l'étendue des zones maritimes, des offshore, susceptibles de rencontrer du pétrole que vous avez sur cette carte. Tout ce qui est bleu clair, ce sont des prolongations de bassins sédimentaires en mer. Si effectivement ces réserves sont là et qu'on peut les produire, 60 à 80 ans de production actuelle sont garantis. Donc, comme on peut le voir, en fait, c'est pas fini. Le pétrole, on peut encore, on pense qu'on peut encore en tirer des milliards et des milliards, et c'est pour ça que c'est une industrie qui ne va pas forcément laisser sa place comme ça du jour au lendemain. On a beau parler de réchauffement climatique, et ça va pas. Je ne sais pas si ça va peser assez fort dans la balance pour pouvoir faire changer justement. Ce qui est quand même assez spécial, c'est que dans les 10 dernières années, le Canada a vraiment pris une place importante là, au niveau du développement de ce pétrole-là, et c'est pas toujours une façon très écologique de l'extraire, mais avec les sables bitumineux dans l'Ouest canadien, au niveau de Terre-Neuve, là, on parle d'une province maintenant qui est carrément riche. Effectivement. Donc, ça devient intéressant de peut-être s'inspirer d'eux, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on cherche peut-être à faire la même chose au niveau de la Gaspésie. Il y en aurait en Gaspésie. Ah bah oui. C'est pas pour rien qu'il y a certaines compagnies qui s'y ont installées. Ben, c'est un point important que tu amènes, l'idée c'est beaucoup en ce moment même mis en corrélation dans les médias, c'est que on est une région qui essaye des fois, à certains moments, de sortir la tête de l'eau, de se développer au niveau économique. L'Alberta est devenue une province immensément riche dans le Canada. Les retours d'impôts sont incroyables là-dessus. Enfin,
quelque part, on est aujourd'hui dans un mouvement où on est un peu à la recherche de ça, d'une économie qui serait toujours croissante. Et puis, il n'y a personne qui crache sur l'argent, donc on en a besoin. Et donc, quelque part, je peux comprendre le débat où on commence à y mettre un peu aussi tout le côté émotionnel d'une région qui essaye de survivre ou de vivre aussi, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est assez... ça fait des étincelles, dans le fond. Il y a ceux qui veulent que ça fonctionne. Et justement, pendant que je te parle, il y a une carte là qui s'affiche en ondes où tu vois les couleurs, les différentes couleurs, ce sont les différentes compagnies qui possèdent des permis d'exploitation. Pour les différents sites. Pour les différents sites. Donc il reste peu d'endroits. En fait, là, on voit toute la partie de la province pas mal habitable du Québec. Et effectivement, on voit que tous les permis ont été achetés par différentes compagnies. Et on va faire un zoom un peu plus proche avec une autre image de la Gaspésie même. Et en fait, là où il n'y a plus de numéros du tout, là, les parties blanches, c'est les endroits qui sont réservés pour le gouvernement ou bien des zones protégées. Mais comme tu vois, il en reste quasiment plus. C'est impressionnant d'en avoir un visuel comme ça. Là. On dirait que ça nous ouvre les yeux sur l'ensemble des personnes qui ont un œil sur le développement justement du pétrole sur notre territoire. Ben oui, parce que quelque part, on habite tous quelque part dans un de ces petits carrés, parce que le reste, c'est le parc Forillon, le parc de la Gaspésie, ou bien c'est trop éloigné dans les terres. Mais je veux dire, même techniquement, votre terrain, il y a un permis dans votre zone. Donc c'est pour ça qu'avec ce qui se passe en ce moment avec le Haldimand 4, je crois, où justement c'est quand même proche des habitations, mais quelque part, selon le règlement puis les permis qu'ils ont un droit de forage sur cet endroit-là. C'est sûr que la municipalité a fait des démarches avec un arrêté par rapport à l'eau et aux contaminations. Et donc là j'encouragerais les gens à aller, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, là. L'idée qu'effectivement Petrolia se protège en disant mais nous on a tout fait, on protège aussi, on ne veut pas forcément contaminer l'eau, mais voilà, il faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs et puis se donner un peu un aperçu du... De toute façon, avec le conflit qu'il y a entre la ville de Gaspé et Petrolia, là où on se parle, et aussi l'implication du gouvernement qui va devoir à un certain moment donné être clair au niveau de sa réglementation, parce que là, un peu, la balle est dans le camp du gouvernement, là où on se parle. La municipalité, elle, c'est un peu suite au fait que le gouvernement ne bougeait pas sur la réglementation qui est allée d'un règlement de sa propre municipalité. Oui. Donc, il va falloir qu'il y ait une prise de position à un certain nombre d'années pour refaire la part des choses. Et c'est bon, c'est pour ça que j'ai parlé un peu de tout ça, mais même s'il y aurait plein d'autres choses à dire. On pourrait faire une émission juste sur le dossier Petrolia. Mais tu vois, pour conclure, c'est si on voudrait se resituer avec un peu plus de connaissances sur le sujet, est-ce que je veux me situer plus pro-industriel, environnementaliste, ou bien peu importe, mais c'est en ayant vraiment un bagage de connaissances sur le sujet et l'évolution dans l'histoire des industries pétrolières, la question c'est est-ce qu'on a le goût ou pas d'encourager et de donner de l'argent à cette forme de développement qui a été quand même imposée progressivement et quelque part on nous a rendu dépendants, c'est une réalité de cette énergie-là. Maintenant qu'on est menotté, serré, eh ben, on n'a plus le choix, quasiment. La marge où on a le choix, là où on peut se dire vraiment libre, elle est très très faible. Tu vois, moi-même pour venir ici, j'ai besoin de prendre mon auto, j'ai besoin de me déplacer. Donc maintenant qu'on est menotté, c'est eux qui prennent les directives d'augmenter, baisser les prix. Donc avec cette connaissance-là, je pense que ça serait intéressant de se dire est-ce que j'ai moyen maintenant d'être le moins participatif à cette industrie pétrolière-là. Et donc, si je décide de vouloir donner moins d'argent, c'est de commencer à vouloir changer un peu mes habitudes et puis à véhiculer un peu l'information c'est sûr qu'il y a beaucoup à prendre et à laisser sur Internet, mais on trouve quand même du journalisme d'enquête encore et objectif sur le sujet. Donc, et puis c'est une réalité comme une autre. Là, c'est une industrie qui veut aussi faire de l'argent et du profit. Au fond, c'est une grande question existentielle que tu nous présentes là aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on est vraiment conscient de la façon avec laquelle on consomme et on est dépendant de différentes ressources et comment on doit se positionner en tant que citoyen pour le développement de notre propre région versus même le développement de notre province, puis même notre pays
à moyen et long terme. C'est une bonne Donc, je pense que les gens à la maison vont vraiment avoir quelque chose à discuter durant l'heure du souper en nous écoutant, parce que c'est un sujet que, tant qu'à moi... Oui, puis là, on se retient, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup à dire, et je pense que j'ai dépassé mon quota largement. Et puis, pour finir, j'avais trouvé dans le Transgaspésien du 23 janvier, là, un public reportage. Ça m'avait marqué parce que j'avais jamais entendu parler, j'ai fouillé un peu sur Internet, mais c'est une compagnie qui n'a pas beaucoup de permis en Gaspésie, là, c'est les zones vertes que tu vois ici. On le voit, c'est un public reportage qui était, comme quoi ils annoncent qu'ils viennent forer et qu'ils sont contents de venir forer en arrière de Chandler et de Bonaventure, et parce qu'ils ont des permis justement d'exploitation là. Forer dans le sens de pouvoir, maintenant ça y est, ça veut dire que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là et qu'ils tâtent le terrain pour voir, ah bah oui, on pourrait extraire du pétrole à cet endroit-là. Et puis un peu l'effet pervers que ça peut avoir, que le prix du pétrole n'arrête pas de monter, à 1,40 $, 1,50 $, on va peut-être frapper le 2 $ d'ici peu, ça ne m'étonnerait pas du tout. Bien, ça aide à financer ce genre de développement-là, parce que plus qu'il se vend cher, plus qu'on a de l'argent pour faire de la prospection, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Et puis c'est ça qui se passe. C'est juste qu'il faut que les gens soient conscients que voilà, si ça continue dans cette lancée-là, est-ce que c'est un peu la fameuse question, oui, je le veux, mais pas chez moi, plutôt chez le voisin. Mais chez le voisin, est-ce que c'est fait de façon humaine, consciente ou pas? Enfin, il y a tellement de critères. Mais comme je vous dis, on est menotté, donc notre marge de manœuvre, elle est très, très... moi-même, ça serait difficile pour moi bien qu'on trouve les plans sur Internet, et j'invite les patenteux à aller les télécharger pour modifier des véhicules, faire des tests, bien sûr. Là, je ne vous propose pas de rouler avec, mais de faire des tests chez vous. Puis avec la réalité de la vie de tous les jours, puis on court, puis la vie va vite, puis tout ça, bon, on ne s'arrête pas toujours à des grandes questions existentielles comme celles que l'on discute aujourd'hui à l'intérieur de cette revue de presse. Et justement, ça va être notre dernière revue de presse ensemble, mon cher ami Marc. Oui, peut-être que si mon collègue est absent, tu viendras me... je pourrais peut-être prendre la relève dans ce genre de situation-là. Mais là, ce que je voudrais annoncer aux gens à la maison, c'est que très bientôt, nous allons avoir un nouveau collaborateur avec nous et une nouvelle émission qui va entrer sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Je te laisse présenter un peu le projet. Oui, on voulait, parce qu'on s'est rendu compte que la forme de revue de presse était intéressante, la façon de pouvoir apporter l'information. Et d'ailleurs, avec les gens, moi je suis à Val d'Espoir, et les gens plusieurs fois, j'ai été interpellé en disant qu'ils aimaient bien nous écouter, donc tant mieux. On s'est dit, on va faire une formule un petit peu plus allongée, et puis peut-être avec mon collègue Thomas, on va essayer d'apporter chacun un sujet sur l'actualité, comme là on a fait avec le pétrole, et puis essayer d'enrichir ça d'une façon un peu différente. Et donc l'encapsuler dans une émission qui sera quand même peut-être juste avant ou après Reflet d'ici, mais ça va être dans le bain de la formation. Donc il va y avoir de la promotion naturellement. On n'a pas encore choisi le titre, on est encore à la conception de l'émission, mais ça va être à suivre. La semaine prochaine, on devrait pouvoir faire notre prototype numéro 1, puis pour pouvoir le diffuser. Et puis on va le dessiner tranquillement et lui donner notre couleur progressivement. Ça va être encore un plaisir de collaborer avec toi, Marc, et M. Thomas. Son nom de famille, M. Thomas? Gagnon, c'est ça? Thomas Gagnon, nouveau collaborateur à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ça va faire plaisir d'avoir des nouveaux visages. C'est toujours agréable. Donc, ce sera de suivre tout simplement la présentation de la programmation directement sur le corbeau distributeur. L'information va vous être donnée sur les heures de diffusion et naturellement, le tout sera disponible sur notre site internet, letvcgr.com. Et ne pas oublier la nouvelle émission L'autre côté du miroir qui va commencer aussi la semaine prochaine. Oui. Donc, pareil, diffuser des documentaires. C'est ça le but. À sujet... pas mal d'actualité aussi. On va parler de beaucoup de choses, que ce soit l'histoire, la politique, la consommation. Donc, 2 nouvelles émissions qui vont voir le jour dans les prochaines semaines sur les ondes de TVCGR. Donc, merci Marc. Oui, à la semaine prochaine. Salut. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jacques Langelier, coordonnateur de service au Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, bonsoir, M. Jacques. Salut, Mirko. Ça va bien? Ça va très, très bien, merci. Alors, cette semaine, on se rencontre un peu pour faire un bilan des activités
et aussi de la sensibilisation sur les services à venir et les besoins que rencontre le Centre Action bénévole. Exactement. Donc, on va débuter par les paniers de Noël. Je crois que ça a été une activité, encore une fois, qui a très bien été cette année. Qui a été un succès aussi. D'abord, d'entrée de jeu, je peux dire, Mirko, que tous ceux qui ont demandé un panier de Noël et qui répondaient aux critères, parce qu'il y a quand même des critères de reliés à ça. Je pense que tu sais qu'on avait parlé aussi d'une nouvelle formule qu'on avait depuis 3-4 ans à l'effet qu'on demandait les preuves des revenus, les preuves des dépenses, pour avoir un contrôle plus rigoureux. Tout ça parce qu'on sait que c'est de l'argent qui vient du public. Alors, tous ceux qui ont demandé un panier de Noël et qui répondaient aux critères ont reçu un panier de Noël. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui veut dire qu'on a répondu à 230 demandes, ce qui veut dire 297 adultes et 98 enfants. Alors, le panier était comme les années passées. On a essayé de le faire aussi gros. Ça se peut qu'il manquait un article ou deux parce que, comme je t'ai déjà dit, avec un 10 000 $ en 2012, tu ne fais pas la même chose qu'en 1990. Non, alors, c'est sûr qu'il faut jouer là-dedans aussi. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas jouer, c'est sur la générosité des gens. Ça, c'est là, mais pas à peu près. Puis c'est pas dire, regarde, ben, ça a été un petit peu moins bien cette année, on comprend. C'est toujours à la hauteur de ce qu'on veut. Alors, les gens sont moins. Et encore une fois, cette année, non seulement ça a bien été au niveau des donateurs, au niveau des partenaires reliés à l'événement, ça a répondu encore. Partenaires extraordinaires, c'est sûr. Nous autres, comme personnel du CAB, on est la porte d'entrée, si tu veux. On est ceux qui organisent ça, mais on n'est rien finalement si on n'a pas une équipe autour de nous, si on n'a pas des gens. Alors, il y a le Carrefour Jeunesse Option Emploi de Chandler, Sûreté du Québec, Pabo. Puis je prends toujours le temps de dire que c'est à leur initiative qu'ils sont venus nous voir. Nous, on leur a rien demandé de précis. Ils sont venus nous voir puis on dit, on pense que c'est important. Est-ce qu'on aurait le goût de s'impliquer? Comment on peut le faire? Voici ce qu'on vous offre. Puis à ce moment-là, ben, ils sont là depuis X années. Puis c'est un côté indispensable. Le garage Ford Montger à Grande-Rivière, à qui on demande un véhicule pour nous aider à être sur la route, pour faire la guignolée aussi, et qui nous dit chaque année, oui d'abord, et deuxièmement, je ne vous mets pas de temps. Combien de temps vous avez besoin? On pense que 3 semaines, ça serait bien. Allez-y, prenez-le 3 semaines. Il ne faut pas oublier aussi les nombreux bénévoles qui sont rattachés à ça, parce qu'on commence à travailler ça, Mirko, je te dirais que au plus tard, le 1er octobre, on a déjà des rencontres, même si c'est rodé. Il y a toujours des choses à changer, il y a toujours des choses à améliorer. Puis on veut toujours faire un petit peu mieux, puis se faire reconnaître un petit peu plus, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de bénévoles là-dedans. On ne peut pas les quantifier, là, mais on sait qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas là, bien, ce serait la différence avec les résultats qu'on a et des résultats qui seraient peut-être tout autres. Alors, encore une fois, cette année, on peut dire mission accomplie pour ce qui est des paniers de Noël. Mission accomplie. Si tu me permets, je vais donner un petit détail sur les donateurs que la population, les commerces, les milieux de travail, les écoles, les organismes, les clubs sociaux, congrégations religieuses, fondations, tout ce qui bouge dans la MRC est interpellé. Et tout le monde bouge là-dedans. Il n'y a personne qui dit, ben non, tout le monde bouge. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour encore Rendez-vous cette année même, on dit toujours l'année prochaine. C'est dans le fond, c'est cette année. Puis à quelque part, les gens qui ont travaillé beaucoup avec nous autres, ce qu'ils nous disent, c'est, regarde, l'an prochain, reviens me voir. Je vais être là. Bon. Fait qu'on n'a pas à se dire, là, espérons que ça va marcher cette année. On est très, très optimistes. Une tape dans le dos, comme on dit. Oui, absolument. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet, le dépannage alimentaire, et d'essayer aussi de faire une différence entre les paniers de Noël et le dépannage alimentaire. Oui. Dépannage alimentaire, corrigez-moi si je me trompe, que lui, bien, il est un peu comme à l'année. Hein? À longueur d'année. 12 mois par année. C'est sûr que les paniers de Noël, c'est l'initiative des centres d'action bénévole. On n'est aucunement financé par aucun, ni l'Agence de la santé, ni les gouvernements, rien du tout. C'est monsieur et madame tout le monde, puis comme je t'ai dit tantôt, les milieux de travail, c'est eux qui décident que ça va fonctionner. Le dépannage alimentaire, le mot le dit, dépannage. Donc, je ne te fais pas une épicerie à tous les 15 jours, pas tous les mois, pas tous les... C'est pas comme ça marche. C'est un dépannage. Donc, c'est pas comme un panier, c'est pas aussi gros qu'un panier. Puis, le dépannage alimentaire, ce qui permet à nous autres de rendre ce service-là 12 mois par année, c'est d'abord et avant tout Centraide. Puis, Centraide, Mirko, oublie jamais que Centraide, il ne vient pas chercher l'argent chez les Chinois, je donne juste un exemple comme ça, mais il va prendre l'argent dans la MRC Rocher-Percé, par exemple. Il va venir dans ton milieu de travail, il va aller, je sais pas, des grosses industries, des choses comme ça. Nous autres, on fait des activités comme organismes, puis à ce moment-là, l'argent qui est recueilli s'en vient chez nous.
Alors ça, c'est encore tout le monde de la population de la MRC qui fournit là-dedans. Mais c'est exclusivement, nous autres, on fait comme une espèce de demande d'aide financière avec tous les détails qu'il faut. Puis à ce moment-là, ben, on va chercher un montant d'argent qui nous permet d'offrir des dépannages alimentaires. Mais encore là, il y a des critères. La clientèle cible. La clientèle cible, c'est toujours les personnes. On dit toujours, si tu te rappelles bien, mais qu'on dit souvent, on va dire personne qui a l'aide sociale? Ben oui, c'est sûr. La personne qui travaille au salaire minimum, pas gros à faire là-dedans. La personne aussi qui a travaillé au salaire minimum, ou peut-être un peu plus, mais qui se retrouve en chômage, se retrouve à 55 % de son salaire, puis il doit tout payer. Donc, ce sont des gens qui, avant le salaire minimum, c'était pas une clientèle qu'on pouvait recevoir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils s'arrangeaient mieux. Mais aujourd'hui, tout a augmenté. Le salaire minimum est à peu près à 10 ou 10,5, je ne sais pas trop, pourquoi le dire plus haut que ça. Alors, à ce moment-là, c'est des gens qui ont le droit à ce service-là. Puis j'insiste beaucoup sur le mot service, ce sont des services. Toute personne qui va à quelque part, moi je donne toujours l'exemple, je vais au CLSC, je vais à l'hôpital, je vais, je sais pas, moi chez l'optométriste, j'ai le droit à des services. Encore là, pour bénéficier du service, est-ce qu'encore une fois, on se doit de remplir des documents? Oui. C'est sûr qu'on va aller, c'est toujours confidentiel, mais il faut absolument s'informer de la condition de la personne. Réelle. Puis à ce moment-là, peut-être exiger aussi des preuves de revenus et de dépenses. Puis nous autres, on ne fait pas seulement non plus faire un dépannage pour faire un dépannage. On va recevoir la personne dans ce qu'elle vit comme difficulté et ça se peut, mais pas aussi qu'on la réfère. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai dépassé peut-être ma limite de l'aider. Et peut-être qu'il y aurait quelqu'un, comme au niveau du CLSC, il y a des gens qui sont habilités à faire ça, peut-être l'aider, peut-être avec des petits trucs. Tu sais, genre, telle affaire, tu l'as, peut-être tu pourrais t'en passer, peut-être que. Parce que le dépannage alimentaire ne doit pas être à chaque 15 du mois, je vais appeler puis je vais avoir. À chaque 15 du mois, je vais appeler, je vais avoir. C'est pas récurrent. Non. De toute façon, il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas suffire à dire je vais te donner tous les mois et tous les 15 jours. On dit toujours dans nos règlements que tu as le droit à 3 services par année. Avec toute la clientèle qu'on a, c'est à peu près ça qu'on peut faire, OK? Il faut y aller avec notre budget. C'est vraiment pas beaucoup. Par contre, chaque cas est particulier. Moi, j'ai reçu, disons, on est rendu au mois d'avril, j'ai reçu 3 fois parce que j'ai été en grosse difficulté 3 fois. Il m'arrive une bad luck. Ça ne veut pas dire, ben non, on m'a donné 3 fois, ils ne me donneront plus. On est là pour offrir le service. Donc, en tout temps, on demande le service. Puis il va être évalué, puis selon ce qu'on peut faire, on va le faire. Et bien comprendre que ce service-là est offert par Centraide. Oui, c'est-à-dire Centraide permet le gros bout du bâton là-dedans. Mais c'est sûr qu'on a encore des gens à l'année, Mirko, qui viennent nous voir et qui disent, regarde, faites-vous encore des dépannages alimentaires? Oui, je te donne tant d'argent pour ça. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, il est là à l'année, lui, là. Donc, 5 piastres, 50 piastres. Puis moi, il y a une chose importante là-dedans, puis ça, c'est quelque chose qui est un vrai cadeau là, quand on reçoit ça. Il y a des gens qui ont reçu le dépannage alimentaire, ont réussi à mieux s'en sortir avec le temps et qui reviennent au centre d'action bénévole avec un montant d'argent ou un sac d'épicerie. Pour dire, moi, j'ai eu besoin, j'ai apprécié, puis j'aimerais aider aussi d'autres qui nagent. Donc, c'est un beau contexte. Beau geste de solidarité aussi. Bien, solidarité, on l'utilise beaucoup plus souvent qu'avant. On parlait de générosité, mais quand on est rendu à faire ça, je pense qu'on est solidaire de la personne qui est à côté. Et des réalités de notre MRC. Et des réalités. Puis les réalités sont très réelles. Oui, on le sait, avec tout ce qui s'en vient avec l'assurance emploi, ça fait peur. Oui, ça commence déjà à bouger là, au niveau de la détresse. Puis on le sait, il y a un manque à gagner criant au niveau du financement de l'ensemble des organismes. Ça, on le sait, hein, on le crie, ça fait des années. C'est 20 millions qui manquent. Oui. Puis si c'était pas de la générosité des gens, on n'arriverait pas à atteindre. Oublie ça, nous autres, c'est 6 mois par année. Oui, c'est vraiment pas un cadeau. Fait qu'on est chanceux dans le fond. Autre système maintenant, le système de sécurité paire. On en parle à chaque année pour faire de la sensibilisation. Peut-être rappeler aux gens comment ça fonctionne. Oui, c'est parce que j'ai reçu un petit peu plus de téléphones, puis on a fait quelques inscriptions depuis le mois de janvier. Puis c'est juste rappeler aux gens là, qui nous écoutent que, d'abord, le système de sécurité paire, c'est un service qui est gratuit. C'est un système de sécurité qui est informatisé, il est gratuit, il est 7 jours par semaine, 365 jours par année. La personne choisit les jours et les heures où elle veut être appelée. C'est toute la personne qui va décider ça. On va voir la personne, puis il y a des personnes qui disent « Ouais, mais si, ils me disent ça au téléphone. Si tu viens me voir, on s'inscrit, puis ça ne fait plus notre affaire. À ce moment-là, vous enlevez le service. » Le service est supposé être là pour rendre les gens plus sécures, plus de qualité de vie à leur domicile. Si c'est un service
que j'aimerais mieux pas avoir pour telle raison, à ce moment-là, on l'enlève, tout simplement. Parce qu'on veut, c'est que la personne qui vit à domicile soit très bien. C'est pour sécuriser les gens. C'est sécuriser les gens. Oui. Puis ça, là, il n'y a pas de question d'âge là-dedans. Tu sais, on a eu un cas d'un gars de 30 ans qui venait d'arriver dans la région, puis quand il est arrivé telle chose, finalement, il y a eu le service pour à peu près 3 semaines. Mais si vous vivez une certaine insécurité, vous dites « j'aimerais ça que quelqu'un prenne mes nouvelles le matin », c'est sûr qu'on va le faire, la personne décide de tout. Puis à ce moment-là, s'il arrive quelque chose, ça ne répond pas, on a des personnes ressources qui vont aller vérifier, qui ont les clés de la maison. Et si on ne peut pas rejoindre les personnes ressources, la Sûreté du Québec intervient immédiatement. On a tout un contrat avec eux autres. Puis d'ailleurs, on a des collaborateurs que je n'oublierai pas de nommer, la Sûreté du Québec. Extraordinaire là-dessus. Les municipalités qui nous aident, pas qui nous aident, qui nous payent complètement le financement, parce que ça coûte une ligne assez dispendieuse, merci. Alors, chaque municipalité, il va de son quota là-dedans. Puis, à ce moment-là, nous autres, c'est des frais qu'on n'engage pas, parce que c'est eux qui payent ça. Il y a aussi la Maison Blanche-Morin à Port-Beau, parce que quand on est fermé, c'est la Maison Blanche-Morin à Port-Beau qui prend le relais. Alors, ça veut dire que si j'ai le service le samedi, Noël, Pâques, jour de l'an, etc., j'ai aucune inquiétude. Parce que ça ne sonne pas chez nous, ça va sonner à la Maison Blanche-Morin pour dire, regarde, madame ne répond pas. Alors, on a de l'aide, on choisit les heures et les jours qu'on veut. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, moi, l'été, j'ai pas besoin de ça. Mon garçon vient travailler par ici, puis il reste avec moi. Donc, on enlève le service. Tout simplement. Oui. Mais ce qui est très important, les gens me demandent souvent ça, c'est gratuit. C'est gratuit, puis il n'y a aucune obligation dans le sens que je choisis ce qui peut être bien pour moi. D'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui veulent en savoir plus, simplement comme vous avec le centre. Oui. Puis quelqu'un répondra à la oui, on peut aller les voir aussi, là, regarde très facilement. Il existe encore, on le sait, l'implication bénévole est extrêmement importante au niveau du Centre Action bénévole. Il y a certains services qui sont offerts où il y aurait peut-être un petit besoin assez important. Un petit besoin dans le sens que, pas qu'on n'a pas la ressource, on l'a. Mais ce qu'on aimerait faire le plus possible, c'est peut-être faire une rotation pour permettre à ceux qui sont peut-être un petit peu trop souvent en place, peut-être permettre une rotation à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que, moi, ce que je dis aux gens, c'est que si jamais ces services-là vous intéressent, vous nous appelez, on vous donne l'information, puis c'est toujours le bénévole qui vient chez nous, comme ailleurs, j'imagine, choisit ce qu'il veut faire quand il veut le faire. Alors, à ce moment-là, moi, je dis, garde, je m'inscris comme bénévole, j'aimerais faire ça. Maintenant, ça se peut que je ne suis pas disponible. Ça, c'est pas un problème. On regarde toujours ce qui est fait et non pas ce qui n'est pas fait. Et puis, il y a 2 services particulièrement qui ont été ciblés. On parle de l'accompagnement, transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux. Oui, et rendez-vous médicaux, ça, c'est important, Mirko, de le dire, que nous autres, quand on fait de l'accompagnement, transport, c'est pour les rendez-vous d'ordre médical seulement. D'accord. OK? S'il y a des commissions, c'est un autre organisme qui va faire ça. On va référer à ce moment-là. Et puis la fameuse popote roulante. La popote roulante, c'est le même principe à quelque part, sauf que je n'ai pas la personne avec moi. Mais je vais chercher les repas au restaurant, je vais les livrer aux personnes. Puis moi, le facteur le plus important là-dedans, qui motive souvent les bénévoles, c'est que souvent les personnes qui reçoivent les repas, c'est peut-être la seule visite qu'ils ont dans la semaine. Oui, tout à fait. C'est pas, je ne veux pas dramatiser, je ne veux pas dire c'est ça toute la MRC, mais il y en a que c'est ça. Puis un beau contact humain qui peut se créer à ce moment-là. Très beau contact. Puis quand même un bon repas, le livré à domicile, repas chaud, complet. Exactement, c'est un service. 4 $, là. Tout à fait appréciable. Faut le faire, hein? Et comme à l'habitude, et ça on le sait, la famille des bénévoles qui font partie du Centre d'Action bénévole, c'est une grande famille. Hein? Oui. Fait qu'à quelque part, c'est une belle façon de faire du social. C'est ça. Oui, le côté social est très important. Ça, on aura l'occasion de le développer un petit peu plus tard, quand je viendrai parler vraiment de recrutement de bénévoles. Là. Merveilleux. Mais c'est pas juste, les gens disent, ben regarde, c'était le fun, la semaine passée, on est allé à un déjeuner, puis j'ai rencontré du monde de Gascon qui faisait du bénévolat, puis il fait ci, il fait ça. Ça fait que ça permet ça. Donc, ne pas avoir peur de s'impliquer au niveau du Centre d'Action bénévole. C'est la grande liberté. Hein? Exactement. Donc, en terminant, peut-être rappeler les coordonnées du centre pour ceux qui auraient des questions un peu plus oui, puis garde, quand on donne les coordonnées du centre, ça veut dire que vous êtes les bienvenus si vous voulez arrêter chez nous. Si vous voulez nous appeler, on peut aller chez vous aussi. On se déplace, tout ça. On est toujours au 390 René Lévesque-Ouest à Chandler. Numéro de téléphone, le 418-689-6023. Les gens sont bienvenus. Les bénévoles membres et non-membres aussi, ceux qui veulent en savoir plus, on est les bras grands ouverts. Et M. Langelier, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire. Merci beaucoup à toi, Mirko, puis merci à TVCGR pour la collaboration habituelle, puis garde, ce ne sera pas la dernière fois. Et d'une manière ou d'une autre, comme on dit, on garde le contact. On garde le contact, c'est ça qui est important. Merci bien. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Mme Josselle Covier. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Et cette semaine, on parle
de différents records qui ont été établis sur notre belle planète Terre. Exactement. Puis je vais commencer avec des records météo. Puis donc, la plus haute température au Canada, ça m'a assez surprise, 45 degrés Celsius. Est-ce qu'on était à quel endroit? C'était en Saskatchewan en 1937. Dans les prairies. À Yellowgrass, oui, c'est ça. Ensuite, si on va dans le monde, j'ai vérifié pour le monde, c'est 57 degrés en Californie. Pour ceux qui marchent en Fahrenheit, là, c'est 134 Fahrenheit. Ça commence à faire chaud. C'est ça, t'as ton air climatisé. Ensuite, la plus basse température au Canada, encore une fois, on a du moins 63 degrés Celsius. Ça, c'est à Snag, au Yukon, en 1947. C'est assez froid. Puis, si on va dans le monde, la température, le regard mondial à travers les temps, c'est moins 89 degrés en Antarctique. Incroyable. Moins 129 Fahrenheit pour ceux qui fonctionnent. Ensuite, la plus forte chute de neige en une journée, on parle de 118 cm, ça c'est à peu près 4 pieds. C'est beaucoup. C'est en Colombie-Britannique, à Leckersley Lake, 1974. Puis si on va dans le monde, le record, c'est au Colorado. Il a tombé 170 cm en 24 heures. C'est à peu près 5 pieds et demi en une journée. Ça c'est la neige à souffler. Ouais. Ensuite, la plus grande chute de pluie, on parle de 25 cm en une heure. C'était à Buffalo Gap, en Saskatchewan, en 1961. Puis si on regarde le record mondial, c'était 31 cm en 42 minutes dans le Missouri. J'ose pas m'imaginer la crue des eaux qu'il doit avoir eu par la suite. Hein. Ça donne à peu près, là, en 42 minutes, un pied de pluie. Incroyable. Puis ensuite, dans une journée, en 24 heures, c'est 183 cm de pluie. Ça, c'était en Réunion, mais c'était d'un cyclone, là. On va mettre le contexte. Fait que ça donne 6 pieds de pluie dans une journée. Fait que ça fait pas mal. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ensuite, la plus forte amplitude, ce que je veux dire, c'est qu'une différence entre une température élevée et moins élevée. Exactement. Donc, je commence avec le Canada. La plus haute amplitude qu'il y a eu, c'était à Pinchar Creek, en Alberta, en 1962. Puis, il est passé de moins 19 à 22 degrés Celsius en une heure. Incroyable. Tu passes de l'hiver à l'été, là. Ben oui. En une heure. Ça, c'est causé par un vent chaud et sec qu'on appelle le Chinook, qui a lieu dans les prairies, donc qui peut faire ces espèces de phénomènes-là. Ah oui. Si on parle du monde, on a eu une augmentation de 27 degrés Celsius en 2 minutes dans le Dakota du Sud. Incroyable. Oui. Donc, une augmentation assez brusque. Puis ça a été enregistré par des stations météo. Oui, oui. C'est sûr que... En 2 minutes? En 2 minutes. C'est l'effet micro-ondes. Fait que t'imagines, t'es dehors dans ce temps-là, t'enlèves ta tuque puis tes mitaines. On a eu l'inverse aussi dans le Dakota du Sud, une chute de 26 degrés en 5 minutes. Tu es en train de te faire un barbecue dehors. C'est incroyable là, de voir. Ben oui, hey, en 2 minutes, hey, ouais. C'est incroyable. Ensuite, le vent le plus rapide. Au niveau du Québec, c'était à Quaqtuaq. Je ne suis pas sûre de le dire comme il faut. C'est un village inuit dans le nord du Québec. Il a fait 201 km/h. À travers le monde, c'était en Oklahoma. On sait que dans ce coin-là, il y a beaucoup de tornades. C'était 484 km/h. On comprend pourquoi les maisons volent au vent, puis c'est assez intense. Maintenant, au niveau des grêlons. Au Canada, c'était à Cédou, en Saskatchewan, en 1973, le plus gros grêlon qui faisait 4 pouces. Tu reçois ça sur la tête? Ça sonne. Ça sonne longtemps. À travers le monde, le plus lourd, c'était au Bangladesh, 2,25 livres. C'est du grêlon. Oui. Puis, même dans le temps des dinosaures, il aurait fait un sac, celui-là. C'est peut-être ça qui a fait l'extinction des dinosaures, une pluie de grêlons de même. Ensuite, le plus gros dans le monde, il mesurait 48 cm. Donc, on parle de 19 pouces dans le Nebraska. Puis les gens voient une image là, à l'écran. Là. C'est assez impressionnant. Je vais continuer dans le record, cette fois-ci dans la pêche. Le plus gros crabe du monde, ça m'a assez impressionné. Les gens vont voir une image, c'est le crabe royal géant du Pacifique. Celui que vous voyez, il mesure 6 pieds et demi, 33 livres. Tu manges longtemps. Puis, il y a un crabe qui peut être encore plus gros que ça.
C'est le crabe araignée du Japon. Vous allez voir des images de crabes qui mesurent 5 pieds, mais théoriquement, ça peut atteindre 12 pieds puis peser 41 livres pour un crabe. Impressionnant. Il doit avoir plusieurs années derrière la cravate. Hein? Oui, c'est des crabes. Si on pense qu'on mord la taille réglementaire, c'est quoi, 8 ans? C'est assez. Ah oui, c'est qui peuvent. Pas loin du 100 ans, certains. Qui peuvent être assez âgés, qui peuvent avoir facilement 50 ans. Donc, OK. Moi, ce que je me demande, c'est comment les faire cuire. Oui, morceau par morceau. Morceau. Ou dans le bain. Ou tes emportes où il y a eu des chutes de climat, de température. Ils cuisent sur place. Ou ils gèlent sur place. Kevin nous disait que c'était peut-être dans un spa. C'est pas faux. Pas fou, c'est vrai. Ensuite, le plus gros homard du monde documenté, évidemment, il y en a peut-être eu des plus gros qu'on n'a pas attrapés. Le plus gros qu'il y a eu, c'était un homard de 44 livres qui mesurait 41 pouces, 106 cm. Et il a été pris en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un homard canadien. En 1977, si on s'entend qu'un homard, souvent, ça va faire 1,5 livre à peu près. Là. Oui. Donc, 44 livres, c'est du homard. Puis là, vous allez voir des images à l'écran d'un autre homard qu'on a recueilli il n'y a pas si longtemps. C'était un homard qui était âgé de 50 ans, justement, là, qui continuait à grossir. Puis il pesait 22 livres, 21 pouces, 53 cm. Ça a été pêché aux États-Unis. Puis vous voyez à l'écran, là, comparé à un homard de taille normale. Là. Puis donc, cet homard-là, il peut briser un bras humain, carrément que ça pince. Tu t'approches pas. Ensuite, d'autres records. Cette fois-ci, ça va être des records canadiens. Le plus long littoral du monde, je ne savais pas, c'est nous qui l'avons, avec 202 000 km. La plus longue rue du monde est au Canada. C'est en Ontario. Ça s'appelle la Yonge Street. Puis elle mesure 2000 km. Effectivement, une rue de 2000 km. Oui, ouais, elle fait vraiment plusieurs villes. Là. Ça fait une longue soirée d'Halloween, ça. Je n'avais pas pensé. T'en reviens 10 minutes plus tard. C'est ça. Ensuite, la plus longue route nationale du monde, c'est la transcanadienne avec 7604 km. Ah oui? Oui. La région la plus riche en dinosaures du monde, ça m'a surprise, c'est en Alberta, ce qu'on appelle le Dinosaur Provincial Park. Donc, c'est là qu'on retrouve vraiment le plus de dinosaures dans le monde et de loin. Là. Ah oui. Le plus grand producteur d'uranium au monde, c'est le Canada. Ça m'a surpris aussi. C'est pas quelque chose... parce qu'au Canada, disons que c'est pas... on n'utilise pas beaucoup l'hydroélectricité à partir... Disons qu'il y a eu un lobbying très fort là, pour aller contre ça, puis encore présent. On a eu dans l'actualité dernièrement. C'est même un peu sur ça que le gouvernement s'est fait élire dernièrement. Là. Exactement. Donc, mais c'est ça. On n'en consomme pas beaucoup, mais on en produit beaucoup là, dans le monde. Je passe vraiment du coq à l'âne, là, mais le plus grand consommateur de craft dinner au monde, c'est le Canada. Ah oui? Oui, c'est présent dans plein de pays, mais ça a l'air que les Canadiens, on aime bien ça, le macaroni au fromage. On aime ça, nous autres, les recettes compliquées. Exactement. Puis le dernier fait intéressant qui m'a aussi surpris, c'est il y a plus de magasins de beignes au Canada par personne qu'ailleurs dans le monde. Ah, on est aussi les plus grands consommateurs de beignes, ça a l'air. Ah oui? C'est des petits faits intéressants à placer dans une conversation. Au Québec, hein? Petite joke à la Roquet Belles Oreilles. Petite joke. Donc, ce fut non seulement instructif, mais aussi assez humoristique, merci. Oui, c'est ça. C'était une petite chronique un peu légère, puis des choses pas toujours utiles à savoir, mais... C'était peut-être pas un record de légèreté, mais j'ai trouvé ça très agréable. On se donne rendez-vous encore une fois la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, en terminant, je vous propose qu'on se laisse sur des images de l'activité du jour de la marmotte qui avait lieu le 2 février dernier à Val-d'Espoir. En passant, félicitations à toute l'équipe responsable de l'organisation de cette activité. Ce fut, encore une fois, un succès pour une 4e année consécutive. Là-dessus, je vous dis que c'est ce qui termine votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Oh, la question qu'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera après-demain ou est-ce que le printemps sera après-demain? Et voici que Fred nous revient cette année. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Oh, les casquettes, c'est une commandite de Ford. Oh, on est prêt déjà? OK, attention. OK? Elle a l'air d'être prête. Les casquettes, une commandite de Ford. Les gants de chez Excellence Sport de Grande-Rivière. Puis si jamais ça fait pas, vous allez à Grande-Rivière, vous pouvez aller changer ça, pas de problème. T'es prêt? Qu'est-ce qui se passe? OK, on a besoin d'un moment de silence. On va y aller, Oh, adore profondément, on dirait. Pauvre frère, de là, pas se frotte. Alors, voici notre frère pour cette 4e édition. Qu'est-ce qu'elle va nous prédire, là? Ouais, il faut la réveiller un petit peu. Ouais, Fred s'endort pas mal, là, hein? Madame Casey? Est-ce que les jeunes vous donnent un peu une idée de la prédiction? Les jeunes sont pratiquement prêts à recevoir la prédiction. Alors, on se prépare à vous... Fred a parlé, même s'il dormait, il a parlé. Hein? Alors, attention, les enfants se préparent. Oui.
Alors, est-ce qu'on est prêts, les enfants? Attention! Alors, attention! Alors, Fred nous dit dans un... Alors, Fred nous dit ce matin que le printemps sera tardif. Le printemps sera tardif. Alors, encore 6 semaines avant l'arrivée du printemps.